Un couple, âgé et sans défense, vit paisiblement dans une étrange maison dont les fenêtres sont obstruées. A-t-il quelque chose à cacher? Se livre-t-il à des activités illégales? Ou préfère-t-il se dissimuler à l'abri des regards afin d'éviter d'attirer la convoitise éventuelle de cambrioleurs? En décembre 1996, un facteur de Toledo dans l'Ohio remarque que le courrier s'accumule devant la maison de Gertrude Thompson et Edward Kowalczyk. Les voisins affirment ne pas avoir vu ce couple de personnes âgées depuis quelques jours. Gertrude, 69 ans, Trudy pour ses proches, et Edward, 72 ans, vivaient ensemble depuis plusieurs années. Impossible de voir à l'intérieur de la maison, car les fenêtres sont calfeutrées de plastique, de carton et de papier aluminium en guise de protection isolante pour préserver la chaleur. Ne sachant pas quoi faire, les voisins décident d'appeler la police. Quand j'y suis allé pour la première fois, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'affaires partout dans la maison et des cartons empilés les uns sur les autres, comme si quelqu'un s'apprêtait à déménager. Au beau milieu de ce désordre, les inspecteurs retrouvent les corps de Trudy Thompson et Ed Kowalczyk étendus sur le sol du salon. Ils sont morts il y a déjà plusieurs jours. Mais cela ne ressemble pas à un meurtre ordinaire. C'était un crime très violent. On voyait bien qu'ils s'étaient débattus. Il y avait des marques de blessures pratiquées à l'arme blanche. De toute ma carrière dans la police, c'est l'une des pires scènes de crime que j'ai vues. L'autopsie révèle que Trudy et Ed sont morts à la suite de plusieurs blessures à la tête infligées avec un objet contondant. D'autres preuves laissent aussi penser que le meurtrier cherchait à extorquer des informations aux deux victimes. Il a dû d'abord leur infliger des blessures légères. La personne était probablement en train de dire « Où est l'argent? Où est l'argent ?» ou un truc du genre. C'était simplement de la torture pour les faire parler. C'était un vrai champ de bataille dans cette maison. En fait, on aurait dit que le meurtre avait été commis dans un état délirant. Le ou les meurtriers se sont emparés de tout ce qui leur tombait sous la main dans la maison et s'en sont servis comme armes. Nous avons toujours pensé qu'il y avait au moins 2 personnes impliquées, tout simplement parce qu'il s'agissait d'un double homicide avec 2 corps placés l'un à côté de l'autre. Ils n'ont pas été tués avec une arme à feu, ils ont été tués lentement à la suite de multiples coups. Les inspecteurs remarquent aussi que le ou les assassins ne sont pas entrés par effraction. Cela nous indique que la personne qui a commis le crime connaissait probablement les victimes et qu'elles l'ont sans doute laissé entrer. Non seulement Ed et Trudy vivaient ensemble, mais ils étaient aussi partenaires en affaires. Ils possédaient plusieurs biens immobiliers qu'ils louaient aux personnes à revenus modestes et aux étudiants. Quand un locataire partait en laissant des affaires derrière lui, le couple avait l'habitude de les conserver. Ed et Trudy ne jetaient jamais rien. Il est difficile par conséquent de savoir si quelque chose a disparu. Nous avons retrouvé de l'argent dans des livres et dans des portefeuilles, des liasses de billets encore emballés. Ils en cachaient là où personne n'aurait pensé à chercher. Les membres de leur famille remarquent que le collier que Trudy Thompson portait toujours autour du cou a disparu et le signalent à la police. C'est un pendentif en or avec 2 éléphants, un cadeau que son père lui avait offert bien des années plus tôt en Autriche, quand elle était encore enfant. Ce collier était supposé porter bonheur. La police a vite pris conscience de l'importance de ce pendentif. En remontant la piste d'un objet volé à travers toute la chaîne de ses propriétaires, il serait possible d'apprendre, avec un peu de chance, qui l'avait volé à Gertrude Thompson. La police fait donc publier une photo du bijou à la une du journal local, le Toledo Blade. Personne ne se manifeste et aucun des vendeurs de bijoux d'occasion de la ville n'a vu le collier. Alors que les enquêteurs tentent de rassembler des informations sur le couple, la fille d'Ed, Denise Kowalczyk, affirme que Trudy était très dure en affaires. Trudy pouvait se montrer très autoritaire et dominatrice. À mon avis, elle devait souvent faire la morale à ses locataires, comme elle le faisait avec mon père. Les membres de la famille pensent que le motif du meurtre n'est pas le vol, mais plutôt un désaccord commercial. Comme par exemple un locataire qui leur en aurait voulu, qui lui en aurait voulu à elle particulièrement.
Étant donné les gens auxquels il louait, ça ne semblait pas surréaliste. Gertrude Thompson et Edward Kowalczyk ont été sauvagement assassinés dans leur maison qui renferme un bric-à-brac invraisemblable. Le vol était-il le mobile du double crime? Des liasses de billets cachés dans les endroits les plus improbables laissent penser que le couple possédait des économies. Pour dresser l'inventaire des objets dérobés et relever d'éventuels indices, les enquêteurs trient tous les éléments matériels retrouvés sur la scène de crime. Dans le même temps, Diane Barnett, le médecin légiste, tente d'identifier l'arme du crime. Sur le crâne, elle avait des marques longues et linéaires. J'ai remarqué des rainures très précises sur la table externe de la voûte crânienne. Elle présentait aussi des marques qui m'ont porté à croire qu'on l'avait frappée avec le coin d'un objet. Le docteur Barnett réussit à identifier l'origine de ces blessures, un pied de lampe rectangulaire retrouvé sur le lieu du crime. Julie Saul, anthropologue médico-légale, fait le lien entre une autre blessure à la tête et une lampe en cuivre laissée à proximité des deux corps. En étudiant le motif rainuré du pied de lampe et les marques laissées sur l'os, j'ai pu affirmer à la police que cet objet-là avait certainement servi à infliger ces blessures. Malheureusement, on ne retrouve aucune empreinte sur ces objets. Le médecin légiste déclare que Trudy et Ed se sont probablement défendus contre leur agresseur car ils présentent des coupures sur les mains, sans doute faites par un couteau. Enfin, un minuscule indice retrouvé sous la chaussure d'Ed Kowalczyk permet de répondre à une question importante. Il s'agit d'un petit débris de verre enfoncé dans la semelle de ses chaussures. Ce verre provient d'une ampoule brisée, ce qui permet aux enquêteurs de déduire qu'Ed a dû entrer dans la pièce quelque temps après le début de l'agression. Il est sans doute arrivé de l'extérieur, car on retrouve son manteau accroché derrière la porte d'entrée. En quête de suspect, le répondeur téléphonique du couple fournit un premier indice à la police. Sur la cassette du répondeur, il y avait des messages de locataires. Gertrude Thompson et Edward Kowalczyk étaient propriétaires. Les gens leur laissaient des messages. Mais seul un locataire a appelé à de nombreuses reprises. Il s'appelle Ethan Walls. Quand la police l'interroge, Walls déclare qu'il est passé chez Ed et Trudy pour payer son loyer. Il a remarqué que la boîte aux lettres débordait de courrier, a frappé à la porte et comme personne ne répondait, il a laissé le chèque de son loyer dans la boîte avant de rentrer chez lui. Je l'ai mis dans leur boîte aux lettres. Il y avait déjà beaucoup de courriers. Mais je ne me suis pas posé de questions. 2-3 jours sont passés. Je leur ai laissé un message en leur disant de me contacter. Personne ne m'a jamais rappelé. Walls admet ensuite être retourné chez Ed et Trudy pour récupérer son chèque et dépenser cet argent. Ces deux affirmations indiquent que Walls s'est rendu 2 fois sur le lieu du crime pendant la période où le double meurtre a été commis. D'un seul coup, Ethan sort cette histoire très bizarre sur un chèque inséré dans la boîte aux lettres et récupéré quelques jours plus tard. En plus, une informatrice prend contact avec la police pour dire qu'elle a vu Ethan Walls dans la maison d'un dealer de drogue au moment des meurtres. Elle déclare également que la chemise de Walls était tachée de sang. Étant donné les traces de sang retrouvées sur les plafonds et sur les murs, sans parler de l'état des corps des 2 victimes, on savait que le gars qui avait fait ça ne pouvait être que recouvert de sang. Walls nie avec véhémence l'histoire de l'informatrice. C'était un mensonge éhonté. Qui a osé affirmer ça? Qui a pu l'inciter à faire de telles affirmations? Complètement fausses, fabriquées de toutes pièces. En examinant les traces de sang sur la scène du crime, les inspecteurs remarquent un indice important. Les gouttes de sang sont de 2 formes différentes et racontent donc 2 histoires différentes. À un endroit, les gouttes sont allongées et rayonnent depuis le lieu où l'affrontement s'est produit. Les gouttes de sang qui proviennent d'un angle sont toujours plus longues et plus ovales, généralement avec une petite queue au bout. Plus la goutte est longue et ovale, plus l'angle d'où vient le sang est ouvert.
Dans un autre endroit, loin des deux corps, la police remarque plusieurs gouttes de sang dessinant des cercles parfaits, dont 2 à l'intérieur d'un vase en céramique brisé et une sur une feuille de papier dans le tiroir du bureau. Le sang retrouvé sur ces objets avait coulé directement juste au-dessus. À partir de cela, nous avons pu déterminer que ce sang n'appartenait probablement pas aux 2 victimes et qu'il s'agissait sans doute du sang du suspect. Ces taches de sang ont été laissées par une personne qui se tenait là, immobile, et qui saignait, son sang s'égouttant sur les objets en dessous. La police confisque tous les couteaux trouvés au domicile d'Ethan Walls. Elle veut les analyser, à la recherche de sang humain, pour savoir si l'un d'eux a servi à commettre les meurtres. Aucun de ces couteaux ne révèle de traces de sang humain. La police compare également toutes les chaussures de Walls à une empreinte de pas ensanglanté laissée sur le lieu du crime. Aucune ne correspond. Mais comme le meurtrier a laissé du sang sur les lieux, les enquêteurs disposent d'un moyen radical pour savoir si le sang est celui de Walls. Vous savez, l'ADN, je veux dire par là que toutes les gouttes de sang se ressemblent. Ce sont les scientifiques qui peuvent faire la différence entre une goutte de sang et une autre. L'étude des traces de sang fournit des indices précieux aux experts médico-légaux sur le déroulement d'un meurtre. Les gouttes elliptiques apparaissent quand le sang tombe obliquement. Les giclures, quand l'angle selon lequel le sang frappe une surface est inférieur à 30 degrés. Les flaques indiquent généralement que la victime était statique et qu'elle s'est vidée de son sang au moment où son agresseur l'a frappée. Les traînées renseignent sur la direction du mouvement, tandis que les taches étalées suggèrent qu'un objet a été pressé contre la surface ensanglantée. Si ces informations permettent de reconstituer le mode opératoire du tueur, l'analyse de son ADN peut conduire à son identification. Les résultats des analyses surprennent tout le monde, en particulier Ethan Walls. Ils m'ont arrêté. Environ 5 mois après l'analyse d'ADN. Encore aujourd'hui, je ne comprends toujours pas ce qui a bien pu se passer. Walls s'est rendu au domicile du couple au moment des meurtres et une informatrice affirme l'avoir vu à la même période, vêtue d'une chemise tachée de sang un soir chez un dealer de drogue. Walls fournit un échantillon sanguin à la police pour qu'elle le compare au sang retrouvé sur la scène du crime. Les enquêteurs pensent que le meurtrier s'est coupé en frappant les victimes avec une lampe en cristal. On suppose qu'il tenait la lampe de cette façon lorsqu'il les a frappés avec le pied en métal massif. Il s'est sans doute coupé lorsque le cristal s'est brisé dans sa main. Les médecins légistes analysent l'ADN du sang retrouvé sur les lieux. Sur la lampe en cristal, on identifie le sang de 3 personnes différentes, celui des 2 victimes et celui du meurtrier. Angela Lannin, en charge de l'analyse ADN, compare le sang d'Ethan Walls avec ce mélange. Si c'est le sien, alors 2 marqueurs numérotés doivent correspondre à ceux du mélange. Le sang d'Ethan Walls correspondait aux numéros 18 et 28. Le mélange présentait bien un 18, mais pas de 28. On pouvait donc exclure automatiquement toute présence de son sang dans ce mélange. Mais les procureurs restent convaincus qu'il y a plus d'un meurtrier. En se reposant sur le témoignage de l'informatrice, ils pensent que Walls est l'un des 2. Walls est arrêté et inculpé du meurtre de Trudy Thompson et Ed Kowalczyk. Le jour où ils sont venus m'arrêter, la dernière chose que je leur ai dite, c'était « S'il vous plaît, continuez à chercher le tueur. Parce que pendant que vous misez tout sur moi, quelqu'un d'autre est en train de s'en tirer. » C'est la dernière chose que j'ai dite quand ils m'ont passé les menottes. Continuez à chercher. Ethan Walls sait qu'il risque la peine de mort s'il est jugé coupable. La colère et la frustration le rongent. C'est un peu comme être au fond d'un puits. Vous criez de toutes vos forces. Mais personne ne vous entend. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis innocent.
et personne ne vous entend. Alors que les procureurs s'apprêtent à juger Ethan Walls, leur témoin clé, l'informatrice, fait une surprenante confession au procureur Tim Brown. Elle déclare avoir menti au sujet d'Ethan Walls. On n'a jamais vraiment su pourquoi elle avait menti. Elle a dit « J'ai menti sur cet homme et c'est mal. Je ne vais pas témoigner contre lui. » Nous ne pouvons pas toujours contrôler les pressions que subissent les témoins. Et elle s'est rétractée. C'est la seule façon de décrire sa confession. Elle a opéré un tournant à 180 degrés. Brown n'a pas d'autre possibilité que de rendre un non-lieu dans l'affaire Ethan Walls. Vous savez, quand vous êtes procureur, le jour où vous laissez tomber une affaire de peine de mort, c'est une très mauvaise journée. Parce que tout ce sur quoi vous avez travaillé vient de vous glisser entre les doigts. Je restais confiant. Je savais que je rentrerais à la maison. Je n'ai eu aucun doute là-dessus. J'étais sûr de rentrer chez moi. Cette décision replonge les familles des victimes dans la peur. C'est dur de savoir qu'il y a peut-être quelqu'un dehors, en liberté, qui est sans doute très malade et très méchant, et qui risque de faire souffrir une autre personne. Pour la police, c'est un retour à la case départ. C'était très frustrant, car 2 personnes âgées de notre communauté avaient été assassinées brutalement. On croyait avoir des preuves tangibles. Le sang et le pendentif disparus. Avec de tels éléments, on pensait vraiment trouver un suspect sur lequel concentrer nos efforts. Le principal suspect ayant été innocenté par l'analyse sanguine et en l'absence d'autres indices, l'enquête est au point mort pendant 2 ans. Et plus le temps passe, moins les enquêteurs ont de chances de remonter la piste jusqu'au coupable. Tous les détectives connaissent la règle des 72 heures. Si une affaire n'est pas résolue dans les 3 jours, les chances de l'élucider diminuent. Et c'est vrai, la police n'a pas résolu l'affaire en 3 jours. Mais elle continuait à chercher. Pendant les 2 années qui suivent le double meurtre de Trudy Thompson et Ed Kowalczyk, les enquêteurs explorent diverses pistes, mais sans succès. En juillet 1998, les choses tournent enfin à leur avantage. Un jour, Annette Chiaverini, une prêteuse sur gage, décide de faire le ménage parmi les vieux journaux et magazines qui s'entassent depuis des années chez elle. Ma mère est plus qu'excentrique. Croyez-le ou non, elle ne jette jamais rien. C'est une vraie collectionneuse. Annette cherche quelque chose à lire cet après-midi-là pour passer le temps. Au milieu d'une pile de journaux, elle en sort un. Elle l'ouvre et commence à lire un article publié par la police de Toledo à propos d'un double homicide. C'est un article vieux de 2 ans qui évoque le meurtre de Trudy Thompson et Ed Kowalczyk. En regardant la photo des victimes, elle remarque quelque chose qui lui est familier. Le pendentif avec les éléphants en or autour du cou de Trudy Thompson. Elle m'a appelé et elle n'arrêtait pas de crier « Où est ce pendentif avec les éléphants ?» Et je lui ai répondu « Maman, il est dans le coffre !» Madame Chiaverini n'a pas vendu le pendentif. Il est identique à celui que Trudy Thompson porte sur la photo du journal. Je dirais que ça n'arrive qu'une fois sur 1 million. Conserver un journal tel que celui-ci. Heureusement, Madame Chiaverini a conservé tous les bons de ses prêts sur gage. Celui qui correspond au pendentif est daté du 3 décembre 1996, soit à l'époque du double meurtre. Il permet d'identifier son vendeur, Gordy Candy. Candy déclare qu'il n'était qu'un intermédiaire et que James Jordan lui avait demandé de gager le collier à sa place. Jordan travaillait comme homme à tout faire pour Trudy Thompson à l'époque des meurtres. La police vérifie ses antécédents et découvre que Jordan a été arrêté pour un autre cambriolage quelques semaines seulement après le double meurtre et qu'il purge désormais une peine de 45 ans d'emprisonnement au Texas. Quand la police l'interroge, Jordan nie avoir tué le couple.
Les médecins légistes recueillent un échantillon d'ADN en prélevant de la muqueuse à l'intérieur de sa joue, puis le comparent aux gouttes de sang retrouvées sur la scène du crime. Nous en avons conclu que James Jordan était bien la personne qui avait laissé du sang sur les lieux. James Jordan est inculpé des meurtres de Gertrude Thompson et Edward Kowalczyk. D'après les procureurs, le motif du crime est le cambriolage. Jordan cherchait à voler l'argent des loyers pour acheter de la drogue. Jordan aurait d'abord torturé et tué Trudy, se coupant la main avec une lampe brisée et laissant des gouttes de sang dans le salon. Il aurait également assassiné Ed dès que ce dernier est rentré chez lui. Alors qu'il cherchait de l'argent, du sang aurait coulé de sa main et se serait répandu dans le tiroir du bureau. Avant de quitter les lieux, Jordan se serait emparé du pendentif de Trudy, puis aurait demandé à un ami de le mettre en gage pour lui. Le pendentif ne lui a pas rapporté plus de 20 $. Mais cette transaction de 20 $ a permis d'aboutir à l'arrestation de Jordan. Sans cette imprudence, nous n'aurions jamais pu remonter jusqu'à lui. Au procès, Jordan se défend seul et tente d'expliquer pourquoi on a retrouvé son sang dans le bureau de Trudy. Il prétendait qu'elle avait l'habitude de ranger ses pansements dans le tiroir du bureau et qu'ayant déplacé des meubles ou bricolé quelque chose, il aurait soi-disant versé une goutte de sang à cet endroit, en cherchant un pansement. Mais Jordan n'a aucune explication à fournir pour justifier la présence de son sang à l'intérieur du vase brisé. Il affirme avoir été en possession du pendentif de Trudy parce qu'elle le lui avait donné pour payer ses services d'homme à tout faire. Mais le jury ne croit pas à son histoire. James Jordan est accusé de 2 meurtres qualifiés et condamné à la peine de mort. L'affaire est résolue grâce à la prêteuse sur gage qui ne jetait jamais rien, mais également grâce aux médecins légistes qui ont réussi à reconstituer le crime sur la base des indices matériels. Une bonne enquête de police, un peu de chance et quelques preuves scientifiques. Ça forme un tout. Vous en conviendrez, la résolution de cette affaire est à peine croyable. Il aura fallu qu'une prêteuse sur gage s'ennuie, qu'elle prenne au hasard un journal vieux de 2 ans, qu'elle y découvre la photo de Trudy Thompson, qu'elle remarque que la victime d'un assassinat dont plus personne ne parle porte autour du cou un pendentif constitué de 2 éléphants superposés et, pour finir, qu'elle fasse le lien entre ce pendentif et le bijou qu'elle avait acheté autrefois 20 $ et qu'elle avait entreposé dans son coffre. Comme le rappelle un inspecteur, il existait une chance sur 1 million pour que cet enchaînement de coïncidences puisse se produire. Après avoir vainement tenté de se défendre seul, sans l'aide d'un avocat commis d'office, James Jordan fut condamné à mort. La sentence ne sera exécutée qu'une fois qu'il aura purgé au préalable une peine de 20 ans de prison pour vol et cambriolage aggravé. Les 3 peines s'additionnant dans la jurisprudence américaine.